Mesdames, Messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de Focus. Nous ne sommes pas au studio, nous sommes à quelques enclavures de Paris, plus précisément à Roissy-Charles de Gaulle, où se déroule en ce moment, au moment de la mise en boîte de cette émission, le week-end de l'écrivain. Et on a de la chance, une grande chance, c'est de recevoir une ex-première dame, une vraie de vraie. Celle-là en plus, elle a été l'épouse de quelqu'un qui s'est battu pour les droits des Africains. Madame Boumediene, je pense que si je le dis ainsi, vous n'allez pas m'en tenir rigueur. Déjà, bonjour. Bonjour, monsieur. Et merci de nous avoir accordé votre temps. Déjà, peut-être pour les gens qui ne connaissent pas votre époux, il y en a, parce qu'il a quand même régné, il a été président en Algérie de 65 à 78, malheureusement l'année de son départ, de sa mort. Mais c'est un militaire de carrière à l'origine. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être succinctivement nous le présenter ? Bon, comme vous avez dit justement, à l'origine, comme le général de Gaulle était le général, quoi. Parce que, bon, et c'est-à-dire, le président Boumediene a toujours été un homme très pragmatique et en même temps, il le voyait loin. Je peux dire que c'était l'avenir de son pays, même quand il était chef d'état-major en 1960, il disait toujours l'indépendance, c'est peut-être un mot vide de sens si elle ne s'accompagne pas de l'indépendance économique. Oui. C'était très important pour lui. Bon, il y a eu les premières, malheureusement, l'Algérie se présentait à l'indépendance comme avec un peuple analphabète à 91% et aussi fortement endetté vis-à-vis de la France. Et donc, malheureusement, les négociateurs algériens n'avaient pas su défendre les intérêts de l'Algérie comme les Français avaient défendu les leurs. Bon, le fait est, c'est qu'en 65, Boumediene prend le pouvoir. Il est très connu de l'armée et estimé de l'armée, mais il lui faut conquérir le peuple algérien. Et aussitôt, il a multiplié les déplacements à travers le pays pour s'enquérir personnellement de ce dont avaient besoin les gens. Et malheureusement, comme il n'y avait pas tellement d'argent, on était bien obligé de choisir parmi un projet. Et il me faisait cette réflexion, il me disait toujours, la demande chez dans toutes les contrées, c'est l'instruction pour nos enfants. C'était ça qui l'avait aussi frappé. Et donc, alors qu'au temps de la France, il n'y avait qu'une seule université, on a multiplié les universités, dont une a été à Constantine construite par le grand architecte Niemeyer, Oscar Niemeyer, qui avait fait Brasilia. Et aussi, il y a eu aussi Fernand Pouillon, l'architecte français, qui a réalisé des sites touristiques et aussi dans le sud. Bon, mais pour Boumediene, ce qu'il fallait, c'était l'éducation. Et là, je dois dire que l'Algérie a pu s'enorgueillir d'avoir reçu de l'UNESCO en 1976, des médailles que moi-même j'ai données au musée de l'armée parce que l'Algérie était un des rares pays à l'époque qui consacrait plus de 30% de son budget de fonctionnement à l'éducation. Oui, on parle en effet beaucoup d'éducation parce que là on est à un salon culturel. Je veux essayer de vite brosser. Il a été ministre de la Défense. Il est arrivé au pouvoir quand même par un coup d'État révolutionnaire, puisqu'il était lui-même président du Front révolutionnaire, alors, si je ne me trompe, sauf erreur de ma part. Vous avez raison, mais je vous en prie. Je vous dirais que pour parler de pourquoi en Algérie on disait le redressement, le redressement de la politique, parce que c'était en fait Ben Bella avait été chargé du programme qu'avait fait Boumediene
c'est-à-dire avant l'indépendance, comme quoi il fallait, pour se développer, la nationalisation des hydrocarbures, des mines, des banques et des assurances. Et ce programme, il ne l'a pas respecté, et au contraire, il y avait de la gabegie et tout. Et mon époux était avant tout un homme d'ordre. Et donc, il fallait mettre la fin à cette gabegie. Et donc, c'est pour ça qu'il avait, grosso modo, encouragé et même participé à l'arrêt et pour prendre le pouvoir. Oui, c'est lui-même qui l'a fait, quoi, qui l'a assumé. Parce qu'il voyait que l'Algérie allait vers une déroute totale. Mais ceci dit, il faudrait quand même rendre à César ce qui appartient à César. Il n'est pas resté au pouvoir uniquement du fait du coup d'État. Il a participé à une élection et il a été élu en 76, si je ne me trompe pas. Parce qu'il disait que, avant tout, il fallait faire les assemblées populaires au niveau de la commune, que les gens puissent choisir. Et aussi au niveau après de la wilaya qui correspond à la préfecture, et il y avait une double liste, quoi. Et après c'était le poste de président de la République. Mais ce qui intéressait Boumedienne, c'était surtout l'édification de l'Algérie indépendante, d'autant plus que certaines voix françaises narquoises avaient dit ils veulent leur indépendance, eh bien on leur souhaite bien du plaisir. Oui, parce qu'il faut le dire, en fait nos histoires sont communes. Je suis d'origine camerounaise et c'est deux pays qui ont fait la guerre pour pouvoir arracher leur indépendance, et une guerre malheureusement qui était relativement sale. Et ce qui se passait au Cameroun par exemple, c'est également passé en Algérie. Mais là est un autre débat. Il faut quand même dire que quelque part, les révolutionnaires qui sont arrivés après, comme les Sankara, ont quand même puisé essence sur la lutte qu'il avait au début. Tout à l'heure, en vous écoutant, vous étiez en train de raconter cette anecdote qui disait que si aujourd'hui, des pays comme le Qatar ou l'Arabie Saoudite, pour ne citer que ces deux géants du pétrole, ont une forme d'indépendance sur leur pétrole, c'est par rapport au combat de votre défunt époux. Surtout, on bénéficie de beaucoup d'argent. Oui, peut-être vous pouvez nous expliquer concrètement qu'est-ce qu'il avait fait pour... Il y avait eu, en ce qui concerne le domaine des hydrocarbures, il y avait eu, depuis l'échec de Mossadegh en Iran en 1951, qui s'était terminé par un coup d'État, si on peut dire, de la CII, qui après avait pris 41% dans le consortium pétrolier. Plus personne au niveau africain et arabe n'avait osé relever la tête. Tout le monde était un peu terrorisé. Or, l'Algérie, c'est pour ça que quand les hommes sont véritablement motivés, ils peuvent parfois réaliser des miracles. Et donc l'Algérie n'avait pas hérité de cadre pétrolier de haut niveau de la France. Et ce sont des gens qui se sont formés tout seuls et tout. Et mon mari, qui était très pragmatique et surtout qui ne prenait jamais ses décisions à la légère, avait posé la question, avait étudié les chutes, les causes qui avaient été amenées l'échec de Mossadegh, à savoir que les Anglais, parce que c'était les Anglais à l'époque qui s'occupaient du pétrole iranien, est-ce qu'ils pouvaient menacer ce qu'ils avaient fait eux, de dire eh bien vous voulez prendre le départ, eh bien d'accord, nous partons, vous vous débrouillerez pour extraire le pétrole. Bon, donc vous n'avez plus, le pétrole ne sort plus de terre, et qu'est-ce que vous allez faire? Or là, en ce qui concernait l'Algérie, le président Boumedienne avait dit avec son ministre chargé des hydrocarbures, dans le cas où nous décidons la nationalisation, parce qu'il faut dire que la France avait elle devait revoir les prix, et ils avaient beaucoup traîné. Donc mon mari, ça a énervé mon mari, et il avait dit à ce ministre, dans le cas où
on nationaliserait, est-ce que ce serait possible à ce moment-là qu'on nous laisse comme ça, d'avoir une équipe de rechange? On ne demande pas mieux que les Français restent, mais s'ils ne veulent pas rester, il faut une équipe de rechange. Et le ministre en question lui avait dit oui, on a cette équipe. En plus de ça, il faut savoir qu'avant, dans le système des concessions, vous, pays producteurs, vous n'êtes qu'un percepteur d'impôts. C'est ainsi qu'on prenait des royalties de 12,5% sur chaque baril de produit et 50% sur les bénéfices des sociétés étrangères. Inutile de vous dire qu'il n'y avait jamais presque de bénéfices par tout un système. Et donc, en plus de ça, on avait commencé à extraire un peu du pétrole, un peu, avec c'était la SCOOP avec une société étrangère. Donc, finalement, on a reçu des menaces, disant, on n'a pas, par exemple, reçu un prêt de la Banque mondiale qu'on avait sollicité. Et tout le monde, même des ministres, attendaient que le président se casse la figure, quoi. Mais on avait... c'est vrai qu'à un moment donné, on a manqué de beurre et de fromage, mais on n'a pas emprunté au FMI. Le FMI oui, on va, parce que c'est une grande histoire et on sent que alors, donc, vous êtes la Bible. Oui, non, donc finalement, au bout de 6 mois, on a eu gain de cause. C'est-à-dire qu'on prenait 51% des parts des sociétés concessionnaires. Il faut dire qu'en 70, on avait eu avec les Américains, il n'y avait pas eu de problème. Mais c'était du côté français qu'il y avait eu ces problèmes-là, parce que c'est eux qui avaient découvert le pétrole en 56. Bon, donc, à la suite de ça, on a tenu bon, et à ce moment-là, les Américains ont été très inquiets parce qu'ils ont fait, il y avait le consortium Zaki Yemeni étant le président saoudien des hydrocarbures, et avec le représentant national, le représentant des multinationales, Percy, qui s'appelait Percy, et qui promettait, pour calmer le jeu, aux Saoudiens et ailleurs, 5% tous les 5 ans, enfin bref. Vous avez eu gain de cause, parce que c'est difficile de... Et en 76, remarque ce que femme veut, Dieu veut. Ils ont opté par la participation, qui était la nationalisation. Voilà. Oui. Alors, on va sauter un peu les étapes. Malheureusement, il meurt en 78. Oui, et j'ajouterais que pour Boumedienne, c'était pas seulement de retirer de l'argent des hydrocarbures, c'était de les investir dans des projets d'industrialisation et différents projets. Bref, de la construction de l'Algérie post-indépendance. Et d'ailleurs, quand il est en 73, l'Algérie abrite la première conférence des pays non alignés, avec plus de 70 chefs d'État et de gouvernement, et il est élu président du mouvement des non-alignés, et en 74 à l'ONU, il présente un projet qui est le nouvel ordre économique mondial. Et dans ce projet, où il a parlé à l'ONU et tout ça, il recommandait aux pays africains de prendre en main leurs richesses et de les investir dans leur propre pays. C'est-à-dire que ce que disait Boumedienne, en réalité, eh bien, si ceci se réalisait, les pays développés maintenant n'auraient plus à souffrir d'immigration, de cette immigration qui les perturbe. Parce que les gens resteraient chez eux à travailler, qu'ils pourraient travailler. Justement, vous me
permettait une transition très intéressante pour arriver à l'Algérie de nos jours. Vous parlez justement de l'immigration, vous parliez des gens qui traversent le pays. On sait qu'en ce moment, c'est un fléau en Algérie avec les subsahariens qui remontent et puis une politique actuelle. Quel regard portez-vous déjà sur l'Algérie actuelle? Moi, vous savez, ce que je vous ai dit, les pouvoirs, les deux pouvoirs qui ont succédé à Boumedienne, c'est-à-dire celle du président Chadli, Benjedid, et celle de Bouteflika, qui a été très très longtemps au pouvoir. Qui a été son ministre, mais c'est mon mari qui faisait la politique étrangère. Il y a eu un gâchis extraordinaire, parce que pourtant, l'Algérie en 1979 avait profité du second choc pétrolier et que malheureusement, au lieu de continuer à investir dans des usines et tout, dans l'éducation, on a détruit tout ce qu'avait fait mon mari. Et vous voyez tout à l'heure en écoutant les intervenants, je me souvenais qu'en 1971, les Chinois venaient voir nos complexes industriels et nous disaient « Comment vous avez fait ça? Où vous avez fait ça ?» Et qu'eux ont continué, si on peut dire, dans la voie que nous, on s'était tracée. Voilà. Et que si l'Algérie n'avait pas eu ces deux chefs d'État qui ont été minables, à ce moment-là, l'Algérie aurait été véritablement développée. Je me garderai de commenter parce qu'il faudrait dans ce cas leur donner un droit de réponse, même s'ils ne sont pas là, mais de leurs ayants droit. Mais c'est connu de tout le... C'est jamais, on vous démentira, c'est connu de tout le peuple algérien et cela nous a amené le terrorisme avec 200 000 morts, hein. Alors heureusement, vous parlez de l'épisode du GIA dans les années 90. Bien sûr. Voilà. Et heureusement que les militaires sont intervenus parce que sans ça, on aurait été comme en Afghanistan ou ailleurs. Hein. Moi, ceux qui critiquent cette intervention, franchement, n'ont pas vécu. J'étais là-bas, j'ai vécu toute cette période et ils ne savent pas tout ce qu'on a pu endurer. Bon, et comme ils tuaient systématiquement des cadres, ils voulaient mettre le pays par terre. Madame la Première Dame, donc, ce que femme veut, pour répondre à votre question actuelle, oui. C'est pour vous dire que heureusement, maintenant, il y a un mieux. On s'est débarrassé de ça et il y a un mieux qu'il ne faut pas nier. Oui, vous dites il y a un mieux, mais parlons à des restaurants Afrique Intramuros. On a quand même quelque part l'impression que l'Algérie se sent un peu un pays à part, notamment par rapport aux subsahariens. Ça, vous ne voulez pas aborder le sujet. C'est-à-dire que pour moi, les Africains ont toujours, à l'époque de mon mari évidemment, et même maintenant, on fait des affaires avec des Africains. Peut-être. Oui, mais parce que l'Algérie est aussi en Afrique, donc c'est Afrique Intramuros. Elle n'a jamais nié ça, au contraire. Au contraire, elle a toujours défendu l'Afrique et ça serait faire insulte au président Boumedienne que de dire qu'il n'était pas africain alors qu'il a aidé même des pays à nationaliser leurs hydrocarbures, comme la Libye, comme l'Irak, comme tout ça. Alors comment jugez-vous en ce moment, parce qu'il y a comme un retour vers le passé, une boucle d'histoire qui est en train de revenir. Oui. Comment jugez-vous ce côté, quand on regarde les pays de la bande du Sahel, juste au sud de l'Algérie, avec tous ces coups d'État, avec ce rejet de la France, on a l'impression d'être quelque part dans l'Algérie des années 60, avec ce rejet-là et cette volonté, entre guillemets, d'indépendance, alors que ce sont des pays qui sont indépendants déjà depuis des années. Oui, mais aussi, il faut dire, ne soyons pas hypocrites. Chacun défend ses intérêts. Donc, des pays qui veulent exploiter les richesses sans donner, on n'est pas contre l'exploitation 50-50, d'égal à égal, mais ne pas être dominé. Voilà. Or, il faut les grandes puissances voient plutôt leurs intérêts, ce qui est normal pour elles, mais pas pour nous.
et soutiennent parfois des pouvoirs très corrompus, des pouvoirs qui, au lieu d'investir l'argent de leur richesse dans l'éducation ou dans l'autre, le mettent dans leur poche. Oui, mais comment vous qui avez connu l'époque glorieuse avec des politiciens qui avaient réellement des convictions dures et fortes, la liberté ou rien, l'indépendance ou rien, comment vous vivez cette période-ci? Eh ben, j'ai souffert pour mon pays, ça c'est évident. Quand vous voyez que votre pays, on le reconnaissait déjà, comme l'écrivaient certains journalistes français, que l'Algérie avait quitté la rive du sous-développement, qu'elle se trouvait au milieu du gué et qu'il ne lui fallait pas perdre de temps pour rejoindre la rive des nations riches et prospères. Et quand vous voyez après des pouvoirs qui lui font revenir en arrière, qui massacrent l'industrie, qui gaspillent, je vous disais, le choc de l'argent du choc pétrolier de 79, avec des recettes que mon mari n'avait jamais eu la chance d'avoir, tout ça, bien sûr, je ne peux être que très triste. Alors, si vous venez nous rejoindre, je vous rappelle que nous sommes avec l'ex-première dame d'Algérie, Madame Boumedienne. Madame, c'est impossible de terminer cette émission sans ne pas parler de quelque chose qui est important, qui nous a permis de nous rencontrer ici, à savoir le week-end de l'écrivain. Qu'est-ce que ça fait comme écho pour vous? Non, mais ce que je veux dire, c'est que mon mari aussi a encouragé l'éducation de la femme. Il était il voulait que les femmes participent, aillent aux universités. Il a forcé même les filles d'une ZAB qui ne s'instruisaient pas à aller à l'école. Il était pour cela. Il était tout à fait pour cela. Oui, mais je cherche à savoir la raison de votre implication, de votre acceptation à participer ici. Bien sûr, parce que l'Afrique est chère à mon cœur, que je sais qu'on est tous frères et que je suis persuadée que maintenant, on arrive à un tournant où les Africains eux-mêmes prennent conscience. Il y avait ce complexe du colonisé, ne le fuyons pas, mais maintenant, ils se disent, nous aussi, on peut devenir grands, malgré toutes les difficultés. Et les Africains sont intelligents, ils sont volontaires, je ne vois pas pourquoi on cherche à les rabaisser. Vous savez comment on rabaisse quelqu'un? En lui jetant le doute, en disant « toi tu n'es pas capable, c'est au-dessus de tes forces ». Alors que pas du tout, pas du tout. Et donc ça, je suis persuadée en réalité, d'après tout ce que j'entends et je vois, je suis persuadée que le continent africain va se développer. Ce ne sera peut-être pas d'un seul coup, mais il est dans la bonne marche, aux grandes dames de ceux qui voulaient continuer à les exploiter. Mais je sens que maintenant il y a, pour employer un mot d'aujourd'hui, la niaque. La niaque, c'est-à-dire la volonté de coûte que coûte de ne pas se laisser faire et de progresser. C'est ce qu'avait eu l'Algérie des années 70. Et donc j'ai très confiance, et donc là aussi, en voyant aussi la participation des femmes, parce que je fais beaucoup confiance à la femme africaine qui élève les hommes. C'est difficile pour moi qui suis face à vous. qui élève les hommes de demain. Maintenant, l'Afrique a dû se libérer, a eu les guerres d'indépendance. Maintenant, les jeunes d'aujourd'hui ont une autre guerre à mener, c'est la guerre du développement. C'est la guerre de l'instruction. Et c'est ça qu'il faut, je pense qu'ils sont dans la bonne voie, et je dirais que si les pays qui se font beaucoup de soucis en voyant tous ces migrants, s'ils comprenaient qu'il faut laisser les Africains se développer chez eux, et qu'on peut travailler main dans la main, mais 50-50, pas 70-30, je pense que ça serait bien pour la paix de l'humanité. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Madame la Première Dame, de nous avoir accordé ce temps et puis de nous avoir distillé cet enseignement et votre expertise. Voilà, écoutez,
Je pense qu'il est temps pour moi de rendre tout simplement l'antenne à Londres. Oui, oui, vous pouvez y aller. Je vois votre homme de main qui est de suite là. Hein. On montre tout, on raconte tout. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, madame.